il est de la responsabilité des antiracistes et des féministes de ne pas laisser ces causes être instrumentalisées contre la liberté d'expression. Vous venez au Welgoat à l'école des filles ce week-end avec un thème qui est nouvelle morale, nouvelle censure, la liberté d'expression à l'épreuve de 2020. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie menace pour la liberté d'expression en France ? Pas qu'en France, je pense que c'est vraiment un phénomène global où on est tous en train de débattre pour arbitrer un peu quelles peuvent être les règles dans ce domaine-là. Et les règles, on les renégocie tout le temps. Donc pour moi, c'est un débat que je mène depuis longtemps, puisque déjà dans l'affaire Charlie Hebdo, dans les attaques contre Charlie, on était déjà en train de savoir où est-ce qu'on mettait les limites. Et on défendait déjà une position un peu complexe qui est d'expliquer qu'en fait, il ne s'agit pas de considérer qu'on peut absolument tout dire. Il y a par exemple aujourd'hui un réel problème de régulation sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je pense que l'incitation à la haine est débridée comme elle ne l'a jamais été, que l'insulte, les menaces sont extrêmement présentes, trop présentes dans le débat virtuel. Mais par contre, le paradoxe, c'est que dans le débat réel ou dans le débat public plus large, on a de plus en plus de difficultés à expliquer, à tenir des positions complexes sans être immédiatement intimidé, harcelé et parfois même annulé, selon la nouvelle formule qui est très en vogue aux États-Unis. Sommes-nous donc en train d'adapter les codes du politiquement américain en Oui, vigueur même même si le politiquement correct a parfois été caricaturé et on revit la même chose sur la cancel culture, c'est-à-dire qu'il y a le meilleur et le pire dans ces nouveaux phénomènes qui ne sont pas qu'américains, mais que souvent l'Amérique expérimente en premier et qui finissent toujours par arriver chez nous ensuite. Le problème intervient uniquement lorsqu'on passe de cette prise de conscience, de cette auto-éducation collective tout à fait souhaitable, à une forme d'intimidation verbale qui vise à faire taire l'autre, même lorsqu'il est maladroit, même lorsqu'il est bien intentionné, même lorsqu'il énonce simplement une opinion un peu ou légèrement divergente. Et c'est là que réellement, il est de la responsabilité des antiracistes et des féministes de ne pas laisser ces causes être instrumentalisées contre la liberté d'expression. Donc, à ce titre, vous pensez que le néo-féminisme, les nouvelles formes, disons, de féminisme un peu plus extrêmes, sont un danger pour le soutien des causes des féministes dites plus modérées ? Je ne me situe pas en termes de féminisme modéré ou extrême. Je ne pense pas que les féministes qui parfois vont peut-être un peu loin dans l'injustice ou dans la façon d'être dans le contre-pouvoir soient particulièrement radicales ou extrêmes. Moi, je considère que je viens d'un féminisme très radical et je revendique un féminisme très radical qui veut déconstruire en profondeur la domination masculine et le patriarcat et même le mettre à bas. Simplement, si on veut se battre contre une injustice, il faut le faire avec une philosophie qui est celle de la justice. On ne peut pas combattre l'injustice par l'injustice. Donc j'essaie juste d'être vigilante quand j'ai l'impression, au fond, que l'antiracisme ou le féminisme sont, encore une fois, plus instrumentalisés. Honnêtement, ce qui guette aujourd'hui ces deux grandes causes, c'est moins la radicalité que l'opportunisme. Est-ce le cas également pour le mouvement indigéniste porté par Assa Traoré, l'instrumentalisation par des milieux politiques, ou en tout cas des personnes qui souhaitent la récupération ? Est-ce que vous pensez cela ? Je pense que là, on est devant une instrumentalisation extrêmement grave d'une cause extrêmement noble. La dénonciation des bavures, la dénonciation, même mener le débat pour savoir s'il n'y a pas des techniques d'interpellation qui doivent être revues, alerter sur le fait qu'il y a une difficulté à enquêter lorsque la police est allée trop loin ou lorsqu'il y a un doute sur un décès, est une cause noble. Pour être très franc, je pense que quel que soit le pédigré d'Adama Traoré, c'est-à-dire quel que soit le parcours et son CV et ses méfaits, il est tout à fait juste de demander toute la vérité, toute la lumière sur les conditions dans lesquelles Adama Traoré a trouvé la mort. Et je comprends évidemment la colère et l'émotion de sa famille. Mais derrière sa famille, et même parfois au sein de cette famille, il y a aussi des mobiles moins nobles, il y a des motivations plus politiques, il y a des propos qui sont tenus qui ne sont pas acceptables. Il y a une intimidation de la parole aussi, par exemple, dans le cas de la victime d'Adama Traoré en prison, qui a évoqué une agression sexuelle, la façon dont, au nom de la lutte contre les violences policières, on a cherché à taire cette parole n'est pas extrêmement féministe. Et ça n'est pas parce qu'on se bat contre les violences policières qu'on a forcément non plus à encenser la polygamie et à trouver que, sans que personne ni aucune féministe à vos côtés ne dise rien. Voilà. Donc là, il y a un petit problème effectivement de
de vigilance à double vitesse. Est-ce que le concept, selon vous, de laïcité est en voie de déliquescence en France? Macron n'a toujours pas fait son discours à ce sujet. Est-ce qu'on manque de la parole d'un homme fort ou d'une femme forte, en tout cas du président, pour marquer les esprits et affirmer un cap qui n'a pas l'air très clair pour tout La le monde? réalité, c'est qu'il y a une aspiration de plus en plus forte à l'autoritarisme qui monte là aussi mondialement. C'est pas qu'en France, c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi dans une partie de la jeunesse. On a un tiers des millennials, donc ceux qui sont nés à peu près dans les années 80-90, fin des années 80, début des années 90, qui considèrent que la démocratie n'est pas un concept si fondamental. Donc il y a une grande aspiration à des paroles et à des propos extrêmement forts, extrêmement autoritaires. Moi, je crois au contraire qu'il nous faut plus de complexité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la complexité n'est pas audible. Elle n'est plus entendue. Elle est noyée par des commentaires anecdotiques, par le culte du dérisoire, par le culte de la dépréciation. Il est très à la mode, et c'est même la seule chose qui est tolérée en réalité comme liberté d'expression, applaudie, de tout constamment dénigré. Donc ça ne permet pas l'émergence d'une parole politique responsable et nuancée. Alors, comment vous réagissez au développement de l'islam politique, notamment mené par le gouvernement turc en France et chez eux, qui multiplie les actes hostiles envers nous? Est-ce qu'on manque de courage face à l'intégrisme religieux? On a un vrai problème avec le président turc Erdogan qui profite de nos impuissances, qui profite de sa capacité à nous faire chanter clairement sur la question de l'immigration, sur la question de l'OTAN, parce que des tas de vents poussent pour essayer d'écarteler l'OTAN. Peut-être que ça n'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas, ça n'est pas une décision que nous prenons. Si un jour elle arrive, nous la prendrons sous la contrainte, parce qu'aujourd'hui, nous avons un président turc qui multiplie les provocations, qui tient des discours colonialistes, conquérants, guerriers, contre l'Europe, contre les Kurdes, qu'il est en train d'exterminer avec notre aval, parce que le président américain lui a donné carte blanche pour le faire. Et il provoque aussi nos bateaux dans les eaux territoriales. Il menace la Grèce pour des raisons d'intérêt, parce qu'il cherche clairement à élargir son approvisionnement en hydrocarbures et qu'il a l'intention de forer dans des eaux disputées. C'est un vrai souci. Et ce qui est un vrai souci, c'est que nous avons très peu les moyens de lui tenir tête, parce qu'il est à l'intérieur de l'OTAN et que les Américains, et notamment le président Trump, a l'air de beaucoup vouloir lui céder. Et il lui a déjà quasiment en fait tout cédé. Donc le courage ne repose que sur les Européens, qui ne sont pas en position réellement de pouvoir seuls lui faire face, parce que nous sommes très sous la menace effectivement la menace d'ouvrir les frontières, de libérer des djihadistes et aussi de libérer des flux de migrants. Donc c'est très compliqué. Il va falloir se réarmer intellectuellement, puis il va falloir retrouver vite un allié américain qui défende un tout petit peu la stabilité mondiale.